Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le thème 1, de nouveaux espaces de conquête, avec aujourd'hui et demain deux vidéos pour vous présenter les spécificités de l'océan et de l'espace. Alors aujourd'hui nous allons évoquer deux questions, la maîtrise progressive des océans et la maîtrise récente de l'espace. Donc première question, les océans, une maîtrise progressive. Alors, on considère que l'océan est une grande étendue d'eau salée ininterrompue qui encercle les continents et les archipels. On en compte 5 à la surface de la Terre, qui sont ici identifiés en bleu. Parfois, l'océan Pacifique est lui-même divisé en 3 zones. Donc, cette maîtrise des mers et des océans a commencé dès l'époque moderne grâce à de nouvelles inventions comme la boussole, les voiles carrées et triangulaires, également l'astrolabe, des cartes très précises pour pouvoir se repérer plus facilement. Mais on considère tout de même que l'océanographie naît vraiment avec l'expédition du Her Majesty's Ship Challenger de la Royal Navy entre 1872 et 1876. L'océanographie qui a permis de cartographier progressivement les fonds marins, de comprendre ces courants marins, de découvrir la biodiversité marine, etc. Aujourd'hui, l'océanographie est du ressort des États qui financent des instituts spécialisés qui sont mis en réseau par l'UNESCO. L'objectif principal, c'est l'exploration des abysses, comme vous pouvez le voir ici, sur cette zone, là, ici au niveau entre 4 et 6 mm, mais qui nécessite des investissements très lourds car le matériel coûte très très cher et les progrès sont assez timides car l'espace, la conquête de l'espace, nous le verrons après, occupe un peu tous les budgets. L'océanographie est une méga-science, elle nécessite donc des investissements très lourds. Alors ces espaces maritimes, évidemment, sont progressivement maîtrisés grâce à un processus que l'on a déjà vu dans le thème 3 du programme de première, c'est un processus de territorialisation, c'est-à-dire d'appropriation juridique ou économique de cet espace marin. Alors je ne reviens pas, je vais passer rapidement sur les différentes zones car nous l'avons travaillé l'an dernier. Je rappelle juste donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 82, la fameuse Convention de Montego Bay. Évidemment, pourquoi évidemment on cherche à territorialiser? Eh bien, c'est en effet car les océans sont riches de nombreuses ressources. Donc, vous vous souvenez, mer territoriale, ZEE, la haute mer, la haute mer, c'est tout de même 64% des océans, donc les fameuses eaux internationales. Alors, il n'y a pas évidemment que les aspects économiques, il y a d'autres aspects au niveau de l'océan qui expliquent cette compétition entre les États. C'est bien sûr la puissance militaire, pour les raisons géostratégiques. Vous voyez sur cette carte les principales flottes euh, militaires, donc bien sûr les États-Unis en premier. Le Royaume-Uni a longtemps dominé les océans, mais il a été dépassé au XXe siècle par les États-Unis. Et puis on voit très nettement sur cette carte la montée en régime de la Chine qui investit lourdement, qui va mettre bientôt en service un troisième porte-avions, le deuxième créé par ses soins. On voit également que de nombreux États sont enclavés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à l'océan et que cela pose de graves problèmes pour leur développement. Et puis on voit également en bleu toutes les demandes d'extension de la ZEE avec le plateau continental qui évidemment débouchent automatiquement sur des zones de conflit. Donc les enjeux économiques pour les routes maritimes, et notamment la route maritime depuis ici l'Asie de l'Est, en passant notamment par le détroit de Malacca ou le détroit de la Sonde, pour desservir l'espace de l'océan Indien et la côte d'Afrique de l'Est, puis par l'isthme de Suez, l'Europe. Ces routes sont l'objet de nombreuses rivalités, notamment dans le cadre du projet de la Chine des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, BRI, que vous avez étudié l'an dernier avec Madame Béduet notamment. Donc l'océan est devenu un enjeu majeur de puissance. Alors, en question 2, nous allons évoquer l'espace, qui lui a fait l'objet d'une maîtrise bien plus récente, car on considère que l'espace, alors l'étendue qui nous sépare des astres, ou qui sépare les astres entre eux, au-delà de 100 km
pour notre nomenclature, à savoir la ligne de Kármán que vous pouvez voir ici, 100 km, donc qui sépare euh, l'espace de l'atmosphère terrestre, hein, l'atmosphère terrestre dans laquelle on trouve les météores, les avions, et vous voyez qu'au-delà de la ligne de Kármán, on retrouve la navette spatiale, la station internationale, et ainsi que les différents satellites. Alors on connaît l'espace depuis l'Antiquité, hein, mais l'astronomie consistait vraiment en une observation à l'œil nu, hein, les Égyptiens, les Mésopotamiens, au XVIIe siècle, hein, la lunette de Galilée, etc., etc. Aujourd'hui, évidemment, avec les mégatélescopes, comme l'EELT, hein, European Extremely Large Telescope, qui rentrera en fonction au Chili en 2025 et dont le miroir record de 39 mètres et ces instruments permettront d'observer d'autres galaxies. On voit bien que c'est très récemment que la technologie nous a permis, évidemment, d'avoir un œil plus précis et des connaissances plus élargies sur cet espace spatial. Alors, la maîtrise, évidemment, comme les océans, les États sont en compétition, mais là, c'est une compétition plus restreinte, puisque cela a été d'abord une lutte à deux, hein, entre les USA et l'URSS. Donc, bon, des notions que vous connaissez déjà, bien sûr, hein, de guerre froide, avec une première avancée soviétique très forte, avec Spoutnik, premier satellite, Gagarine, Valentina Tereshkova, hein, donc premier hommes et premières femmes dans l'espace, premiers animaux également, et puis la contre-attaque américaine avec la création de la NASA en 58, Neil Armstrong qui met le pied sur la Lune en 69, et puis les différentes sondes d'exploration, hein, que ce soit Voyager 1, Voyager 2, Viking 1, Vega 1, et avec la fin de la guerre froide, bien évidemment, une sorte d'hyperdomination américaine. Aujourd'hui, la conquête spatiale est centrée sur la mise de satellites en orbite basse, hein, low Earth orbit ici, hein. Donc, qui permet entre 500 et 2000 km d'altitude de placer des satellites de météorologie ou de télécommunication. Et puis également l'orbite géostationnaire, donc entre 2000 et 36 000 kilomètres carrés, kilomètres, pardon, excusez-moi, d'altitude, qui permet de mettre en orbite des satellites de guidage GPS. Aujourd'hui, on compte, alors le chiffre officiel, c'est 2630 satellites actifs en orbite autour de la Terre, donc vraiment un embouteillage monstre. Et puis avec les constellations de satellites, hein, qui sont actuellement en chantier ou déjà en lancement avec le New Space, hein, les entreprises du New Space, comme celle de Jeff Bezos, Blue Origin, hein, ou celle d'Elon Musk, eh bien, on assiste à une course à la satellisation. Donc, cette course à l'espace est quand même nettement dominée par les États-Unis, avec, vous voyez, hein, en 2017, 19 milliards de dollars de budget pour la NASA, qui est vraiment une hyperpuissance hein, spatiale, les États-Unis, puisque seule la Russie, hein, à travers Roscosmos, est réellement en mesure à elle seule de lutter, et notamment c'est la seule qui peut acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale grâce au module Soyouz. Alors l'Europe n'est pas en reste, hein, on le voit, hein, en deuxième position, avec notamment un lanceur de satellite très réputé qui est Ariane. Et puis la Chine, hein, très ambitieuse, hein, comme sur les mers, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est à l'origine des dernières grandes percées, comme le premier engin spatial posé sur la face cachée de la Lune. Mais on voit qu'il y a également d'autres puissances, hein, des puissances plus modestes, mais qui sont en plein développement, comme l'Inde ou le Japon, qui sur le marché notamment des satellites, essaient de se faire une place, même si toutes hein, ne sont pas en capacité d'envoyer des engins au-delà de l'atmosphère. Alors on le voit un peu mieux sur cette carte, hein, avec les grandes puissances spatiales mondiales, que sont évidemment États-Unis, Russie, également Chine, Inde, Japon, le Brésil, qui se développe évidemment de plus en plus, puisque c'est un pays émergent. On voit qu'il y a d'autres puissances que l'on voit en vieux rose, hein, comme le Kazakhstan, l'Ukraine ici, hop là, oui mon curseur, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, l'Argentine ici, bref, vraiment un phénomène de démocratisation. Et puis
toute une série de pays qui sont capables d'envoyer, voyez, des satellites, hein, civils et militaires en orbite, hein, puisque on a vraiment une grande variété de pays et d'autres qui tout doucement se lancent, hein. Je pense aux Émirats arabes unis, hop là, placés ici, qui ne sont pas sur la carte, mais qui eux aussi développent un programme spatial avec la capacité très bientôt d'envoyer leurs propres satellites dans l'espace, voire de contribuer au développement des lanceurs d'engins capables peut-être d'emmener des hommes vers Mars, car c'est le prochain projet. La dernière question avant de vous laisser, c'est la question de savoir à qui appartient l'espace. Bien, l'espace appartient à tout le monde, hein, c'est la notion de l'article 2, hein, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, comme on peut le voir dans les océans avec la politique chinoise en mer de Chine. Donc l'espace est à tout le monde. Et en plus, l'espace est une zone non militarisée, comme le dit l'article 4, puisque hein, cet article 4 spécifie qu'on ne peut placer d'objets porteurs d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive dans l'espace. Alors, bien sûr, cela n'interdit pas d'installer des armes, mais en tout cas, pas des armes de destruction massive, même si on sait évidemment qu'il y a des satellites militaires, qu'il y a des armes dans l'espace. Il y a un numéro d'ailleurs, le dernier numéro de dossiers spéciaux de DSI, hein, qui évoque l'espace spatial en termes militaires, avec notamment les lasers destructeurs de satellites ou des satellites eux-mêmes armés. Mais l'idée est quand même de faire de l'espace un espace, c'est le cas de le dire, copartagé. Donc voilà pour les définitions sur l'espace et sur les océans. Donc je plaçais donc à la fin de cette vidéo les notions qu'il faut maîtriser, donc océan, océanographie, abysse, mégascience, territorialisation, ZEE, puissance et espace, des termes que vous maîtrisez, sauf mégascience et abysse. Vous utilisez votre manuel ou bien sûr Internet pour vous procurer les définitions de ces notions. Donc demain, nous verrons les notions liées au fait que ces nouvelles frontières spatiales et océaniques sont des espaces très convoités. Nous verrons notamment les richesses qui se situent dans les profondeurs et dans l'espace et qui sont source bien sûr de tensions géopolitiques. Nous verrons cela plus en détail demain. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail, le groupe WhatsApp également, et puis évidemment vous avez votre manuel sur lequel vous retrouverez hein, les notions que je viens de présenter. Voilà pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.